Adrien, on va commencer par cette campagne de qualification pour l'Euro. Parcours parfait pour le moment, 5 victoires en 5 matchs, 11 buts inscrits, 0 encaissés. Qu'est-ce qui se dégage de cette équipe de France, de l'intérieur? C'est quoi sa marque de fabrique dans cette phase qualificative? Ouais, jusqu'à présent, c'est un parcours parfait. Il y a de la qualité, de la sérénité surtout. À force de jouer, d'enchaîner les matchs et de ne pas prendre de but, d'en marquer, là, ça dégage une confiance à tous les niveaux. Et puis cette liberté aussi de jouer plus tranquillement, pouvoir enchaîner sans se prendre la tête, être sur une bonne dynamique. Et puis aussi les joueurs de qualité qu'il y a dans cette équipe sont présents. Quel est l'héritage qu'il y a eu du mondial au Qatar au niveau collectif? Sur quoi vous vous appuyez pour être finalement, comme tu le dis, serein, performant sur cette phase de qualif? Vous appuyez sur quoi? Après, il y a déjà ce groupe, ce noyau qui était là à la Coupe du Monde, qui a vécu cette aventure incroyable. Comme je l'ai dit, on s'appuie sur cette qualité déjà, mais aussi l'insouciance des plus jeunes, l'expérience des plus anciens. Et voilà, ce groupe de qualité tout simplement, parce qu'il y a tellement de qualité à tous les niveaux, sur toutes les lignes, que on se dit qu'on a l'obligation aussi de bien faire. Tu préfères quelle statistique? Les 11 buts inscrits ou les 0 encaissés? Je dirais les 0 encaissés. En Italie, on dit que quand on a une bonne défense, généralement on gagne les matchs. C'est vrai que mieux on défend, mieux on attaque. Je partirais plutôt de la statistique des 0 buts encaissés. Juste toi personnellement, tu te sens plus proche de cette stat-là défensive que l'offensive de ton point de vue, de ton positionnement, toi perso? Pas forcément, non. Je me considère aussi bien dans l'une que dans l'autre. Ça me parle plus le fait pour gagner un match et prendre le dessus sur l'adversaire, d'être solide, d'avoir une bonne défense. Je pense que si on demande au coach, il répondra la même chose. Pour par la suite mieux attaquer et pouvoir marquer. Adrien, il y a quelque chose qu'on entend souvent, que le niveau de l'Euro serait plus relevé que celui de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses toi? Peut-être le niveau réel des équipes, c'est peut-être vrai, mais il y a tellement d'engouement dans une Coupe du Monde, tellement de choses extérieures aussi, qui font que des équipes jugées moins fortes vont se dépasser, vont amener quelque chose d'autre et vont faire que ça devient des matchs compliqués, comme on a pu voir l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, ce genre de match. Mais pour moi, le niveau de l'Euro, il est très élevé, ouais. Ça c'est sûr. Tu surveilles d'ailleurs les résultats des autres nations européennes, les Angleterre, le Portugal, etc. Tu jettes un œil un peu à ce qu'ils font? Après, on regarde rapidement quand on est ici à Clairefontaine, qu'on joue nos matchs. Bien sûr, on regarde les résultats des autres équipes. Après, on n'a pas forcément tout le temps non plus de regarder les 90 minutes d'un match, mais on regarde, ouais, on a des écrans aussi dans la salle à manger où on a des images des matchs, des adversaires, donc on regarde pas mal quand même. Tu comptes 39 sélections, 33 titularisations. En quoi le mot cadre aujourd'hui te définit? C'est vrai qu'il y a eu un avant Coupe du Monde, on va dire, 2018, et après lors de mon retour. Donc en 2020. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, il y a eu une autre relation avec le coach déjà, une confiance qui s'est installée, de l'expérience en plus en jouant au PSG, depuis la Juventus aussi, des titres qui sont venus s'ajouter à mon palmarès. Et donc tout ça, bien sûr, ça fait que quand on arrive avec un certain nombre de sélections ici, on a un statut différent. Et de par tout ça, je pense être un cadre de cette équipe, mais surtout aussi par ce que je fais sur le terrain avec l'équipe de France. Tu es vice-capitaine à la Juve. On sait qu'il y a un conseil des sages en équipe de France. On sait aussi qu'il sera peut-être amené encore à évoluer. Est-ce que toi, tu te sens de faire partie de ce conseil des sages? Après, moi, je suis quelqu'un de très naturel. Je peux discuter avec le coach, même sans forcément que ce soit quelque chose de très officiel. Où il prend aussi à droite, à gauche, il demande à pas mal de monde. Et bien sûr, moi j'ai toujours un mot à dire, mais je pense quelque chose de lucide sur la situation. Et donc je pense que c'est ce qui peut aussi intéresser
mes coachs, que ce soit en équipe de France, à Allegri, à la Juventus. Donc je ne dirais pas qu'il faut absolument avoir ce rôle de cadre qui est recherché, etc. Mais je pense que naturellement, oui, de par le statut et l'expérience. Quand on discute avec les uns et les autres en équipe de France, notamment les plus jeunes, c'est vrai qu'il y a pas mal de respect quand on évoque Adrien Rabiot. Est-ce que tu le sens, ce respect des autres, de tes pairs et notamment des plus jeunes qui arrivent en équipe de France? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est aussi parce que moi, à mon niveau, je respecte aussi les autres, que ce soit les plus anciens, les plus jeunes. Et je pense qu'il y a ce respect mutuel. Après, pour les plus jeunes qui arrivent aussi, il y a, comme moi aussi j'ai pu l'avoir, le respect du parcours, du palmarès, de la personne qu'on est aussi. Je pense que c'est ça, mais quand on donne du respect, généralement on a du respect en retour aussi. Avec le départ des Lloris, des Varane, Pogba, Benzema, est-ce qu'il y a une place à prendre en termes de leadership dans ce groupe? Tu le disais, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Est-ce que, on ne sait pas s'il y a un conseil des sages à proprement parler sur lequel Didier Deschamps veut s'appuyer, mais est-ce que tu sens qu'il y a une place à prendre dans laquelle tu voudrais peut-être t'engouffrer à ce niveau-là? Bon, après, je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une place à prendre où on dit ouais, faut que je me positionne ici. C'est pas comme ça que je le vois. Bien sûr, j'ai mon mot à dire, on me demande mon avis, mais je pense que ce terme de leader, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent avoir ce rôle-là, chacun avec sa personnalité, chacun avec un rôle différent, mais c'est bien aussi qu'on soit plusieurs à pouvoir donner un avis, à pouvoir échanger. Et même des plus jeunes encore, mais qui sont déjà très importants pour l'équipe, qui s'imposent aussi dans leur club respectif. Donc chacun a la parole, chacun peut dire son mot, et c'est ça aussi qui fait notre force. Je pense que personne n'est bridé dans ce groupe. Ça représente quoi pour toi le brassard de capitaine, notamment en équipe de France? C'est toujours énorme. Le brassard de capitaine, forcément, ça représente là pour le coup un statut particulier. Généralement, c'est qu'on a eu quand même une sacrée carrière, quelque chose derrière qui a du poids, qu'on a cette personnalité aussi pour guider un groupe. Donc c'est très important. En équipe de France, forcément, pour nous, c'est très important parce qu'on représente notre nation et du coup, c'est, on va dire, le Graal. Mais c'est un rêve, un objectif? C'est pas forcément un rêve, mais bien sûr, comme l'objectif d'arriver en équipe de France, de s'imposer en tant que titulaire, le fait de pouvoir porter le brassard un jour, bien sûr, c'est très important. Pour moi, qu'il y ait des objectifs, des choses à accomplir, pouvoir mettre ça dans sa carrière, ouais, c'est important. Ta relation avec Didier Deschamps a connu beaucoup d'évolutions sur ces derniers mois surtout. Est-ce qu'il y a eu un déclic, une discussion, une conversation qui vous a permis de vous rapprocher? Parce que c'est vrai, maintenant on a vraiment l'impression, toi quand tu parles de lui et lui quand il parle de toi, que vous êtes quand même bien rapprochés. Bon, on s'est bien rapprochés, mais ça fait un moment maintenant. Dès que je suis revenu en 2020, le coach a tout de suite voulu qu'on discute. Alors là, on a discuté pas mal de temps. Et puis après ça, c'est vrai que tout a été très lisse. Il y a cette confiance qui s'est installée. Et puis depuis, ça fait quand même 3 ans et pas mal de sélections. Donc voilà, avec le temps, bien sûr qu'il y a des choses qui se mettent en place. Une relation de confiance, beaucoup de respect aussi. Et non, bien sûr qu'elle a évolué dans le bon sens. Comment tu définirais finalement cette relation avec Didier Deschamps? Fluide? Ouais, très fluide. Une relation de respect, vraiment très fluide. Passons à ta progression. Maintenant, tu es un titulaire indiscutable à la Juve. Tu sors ça fait quelques mois maintenant, mais tu as fait une Coupe du Monde énorme avec les Bleus. Selon toi, en quoi tu as le plus progressé ces derniers mois, cette dernière année? Où Adrien Rabiot a fait le plus de progrès? Sur ces dernières saisons, je dirais que c'est dans le fait d'être régulier au niveau de mes prestations, où j'ai pu devenir un joueur où on peut dire ok, lorsqu'il joue, je sais qu'il est capable de faire ça, il va faire ça au minimum. Et ça pour moi c'est quelque chose d'important parce que je pense que pour un coach qui met un joueur sur le terrain, c'est important d'avoir un joueur fiable et de pouvoir se dire
ok, je sais que ce jour-là, si je le mets, il va me donner ça au minimum et pas faire ça et puis le match d'après ça et ça. Et du coup, Ça te rend fier d'avoir atteint un peu ce stade-là? ouais, bien sûr, et ça me dit qu'aussi je veux atteindre ça, j'ai voulu atteindre ça et j'y arrive. Donc ce que je mets en place pour le faire fonctionne et du coup, je continue à me mettre des défis, des choses à réaliser et c'est ça aussi qui fait que j'ai toujours cette passion et cette envie de continuer à jouer, à m'entraîner et ça c'est quelque chose que quand on l'a, on s'en lasse pas, quoi. En quoi tu pourrais progresser? Un aspect du jeu peut-être? Qu'est-ce que tu as ciblé comme progrès peut-être encore à réaliser? Même si là tu es pas loin de ton prime, en tout cas en termes d'âge, d'expérience. Des progrès, on peut toujours en faire. Bien sûr, il y a des choses qu'on réalise bien, d'autres moins bien. On a des qualités. Par exemple, moi, les choses que je pourrais travailler, c'est peut-être plus mon jeu long, par exemple, ou c'est un aspect du jeu que j'utilise moins parce que je suis plus un joueur de passe au sol, que je préfère ce jeu-là. Mais si on veut être vraiment un joueur très très complet et pouvoir tout faire, ça je pourrais l'améliorer. Lorsque Laurent Blanc était mon coach au PSG, il me disait que j'étais un joueur qui pouvait marquer 10-15 buts par saison. Ça aussi c'était un aspect à améliorer. Que j'ai pu démontrer aussi la saison passée. Non, il y a toujours beaucoup de choses en réalité qu'on pourrait améliorer si on veut être vraiment un joueur complet et pouvoir tout faire. Mais ce serait difficile d'être ce joueur-là. Tu parlais de ce que disait Laurent Blanc sur le fait que tu peux marquer plus de buts. C'est l'objet justement de ma question. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu pourrais marquer justement plus de buts? Moi, je réponds que c'est vrai, on peut toujours faire plus et j'en suis conscient. Bien sûr, je ne me compare pas aux autres, mais si on devait comparer à des joueurs qui évoluent aussi à mon poste, je pense que je suis bien placé pour des joueurs même au milieu de terrain qui jouent avec moi en club et qui ne marquent pas forcément. D'ailleurs, j'ai fait une grosse saison au niveau des stats, mais comme je l'ai déjà dit dans des interviews précédentes, pour moi, ce n'est pas l'aspect principal d'un milieu de terrain. Bien sûr, c'est important d'avoir des statistiques, de marquer des buts, mais dans ma vision du football, ce n'est pas la chose la plus importante. Et maintenant, on est dans un football de statistiques et on demande à des milieux de terrain, même à des défenseurs, d'être toujours décisif, de marquer, de faire des passes D. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas ma vision du football, donc je n'ai pas grandi avec ça. Après, c'est l'évolution, on est toujours à la recherche de plus de statistiques. Moi, les joueurs que j'ai appréciés, par exemple, au milieu de terrain, c'était pas parce que c'était des joueurs qui marquaient beaucoup de buts, c'était pas pour cet aspect-là du milieu de terrain. Est-ce que les gens sont exigeants aussi avec toi parce qu'ils savent et ils t'ont vu à l'œuvre? Tu as une très belle frappe de balle, tu as une très belle qualité aussi au niveau de la finition. Est-ce que c'est peut-être de là où vient la petite exigence? Non, bien sûr, ça se comprend. Et moi-même, quand je rentre sur le terrain, je me dis, je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas plaisir de marquer des buts, mais moi, je me le dis aussi. Je suis capable d'aller le faire, je suis capable de marquer un but, je suis capable de marquer 2 buts par match. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas omnubilé par cette chose-là. Et ce que je regrette un peu, c'est que maintenant, c'est ce qu'on retire du football en général. Et même quand j'ai dit que ce soit un défenseur, même des milieux de terrain, même des défenseurs parfois, on dit ok, il est bon, mais il pourrait marquer un peu plus. Moi, j'ai dans mon équipe un défenseur qui défend vraiment bien, qui protège bien son but, qui est solide. Ça me va, c'est ce que je lui demande. Donc après, on a une vision peut-être différente du football aussi, c'est possible. Hein. Tu as su muscler ton jeu aussi physiquement ces derniers mois, ces dernières saisons. Tu préfères qu'on décrive Adrien Rabiot comme élégant, qui a toujours été ta marque de fabrique, ou dur sur l'homme comme tu l'es davantage devenu? Mais après, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Élégant, je dirais avec le ballon. Ouais. Plus dur sur l'homme, un peu plus rugueux sans le ballon, un peu plus accrocheur dans le duel. Et c'est un aspect de mon jeu aussi sur lequel j'ai pas mal travaillé depuis que je suis assez jeune d'ailleurs. C'est quelque chose dont j'avais besoin aussi pour être plus complet, pour vraiment pouvoir faire des matchs de très haut niveau. C'est ce que tes coachs t'ont demandé, tes différents coachs? On me le demandait déjà plus jeune.
Déjà à partir de moins de 19 ans, quand j'étais au PSG, j'avais un coach, David Bechkoura, qui me disait mettre plus de rythme, d'être plus accrocheur. Et c'est vrai que ça a été un aspect sur lequel j'ai travaillé durant plusieurs saisons. Et maintenant, c'est presque naturel finalement. Et je pense que c'est important pour un milieu de terrain, mais surtout dans le football actuel. Comment tu juges la différence d'organisation et de ton rôle à toi entre ce que tu fais à la Juve, ce qu'on te demande en équipe de France, et comment tu te nourris finalement des deux organisations? Tu peux jouer dans différentes organisations au milieu de terrain, à 2, à 3. C'est quoi les principales différences? C'est le petit point tactique de la principale différence, c'est que on va dire qu'à la Juve, je suis un peu plus porté vers l'offensive, où le coach me demande vraiment d'être présent dans la surface, de me projeter, d'être à la finition. Il insiste sur ce point-là. Ici, par le mode de jeu, le schéma tactique, parfois on peut jouer avec deux, comme on a fait avec Aurel. Forcément, je suis un peu plus dans le cœur du jeu, un peu moins porté vers l'avant, plus en protection aussi de la défense. C'est deux rôles que je peux faire, que je connais bien, que j'ai connus par le passé. J'ai pu jouer un peu plus devant, un peu plus derrière. Et c'est deux rôles qui me conviennent aussi. Voilà, ça me permet aussi de devoir m'adapter et d'utiliser des qualités différentes à chaque positionnement. Et j'aime bien le mix de ces deux-là. Et t'es plus à l'aise dans l'absolu à 2 ou à 3 au milieu? Je dirais, par comment j'ai été formé, je dirais à 3. Pourquoi? En tant que relayeur. Parce que à la base, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment en tant que numéro 10. Et en arrivant au centre de formation, on jouait en 4-3-3 nous au PSG. Et la plupart du temps joué en tant que relayeur gauche. Et je pense que c'est ce qui correspond le plus à mes qualités propres. C'est le poste où j'étais le plus habitué à jouer. Et on va dire là où je me sens le mieux aussi. Antoine joue au milieu maintenant avec vous, avec toi et Aurélien. Comment est-ce que tu vois son positionnement, et surtout comment est-ce que ça modifie toi ton positionnement également sur le terrain? Il y a aussi ça, c'est vrai. Il y a aussi forcément avec qui on joue à côté de nous. Antoine, il est forcément plus porté vers l'attaque. C'est un joueur très offensif qui cherche beaucoup la dernière passe, qui va être très présent dans la surface. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ça. Et c'est parfois aussi une consigne du coach. Quand on joue, on reste plus en protection. Et parce que voilà, on s'adapte aussi aux qualités de chacun. On sait très bien qu'Antoine, de base, c'est un joueur qui est très porté vers l'avant. C'est un attaquant, donc voilà, il y a aussi cette qualité d'adaptation par rapport à nos partenaires respectifs. Ça t'a surpris de le voir, Antoine, dans ce rôle-là, dans ce registre-là? Ça t'a surpris de le voir et de le voir à ce niveau? Je ne suis pas tellement surpris parce que je sais que c'est un joueur qui est intelligent dans le jeu, qui comprend les phases de jeu, que ce soit offensive ou défensive, et qui est capable de s'adapter aussi. Voilà, son rôle principal, c'est quand même de faire jouer l'équipe avec le ballon, et ça, je pense que finalement, qu'ils sont un peu plus bas ou peut-être un peu plus haut ou un peu plus excentrés, il retrouvera plus ou moins cette position qui est la sienne dans le cœur du jeu, avec le ballon qui est finalement toujours la même. Après, c'est plus dans un rôle défensif où ça va changer, mais en tous les cas, moi personnellement, non, je n'ai pas été surpris de son adaptation à ce rôle-là. Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui tu as un modèle de milieu de terrain contemporain qui joue actuellement avec toi, qui t'inspire? Actuellement, pas vraiment. Vraiment. Après, moi, je l'ai déjà dit dans le passé, c'était Steven Gerrard. C'est vraiment tout faire. Actuellement, non, j'ai pas retrouvé ça dans un milieu de terrain. Vous êtes 6 dans la liste à évoluer en Serie A. C'est un hasard ou c'est finalement pas si anodin que ça? Preuve que l'Italie est en train peut-être de renaître, alors pas de ses cendres, on va pas aller jusque-là, mais de la petite baisse qu'elle a connue ces dernières saisons. Ça dit quoi pour toi qui joues là-bas? Non, je pense que c'est vrai depuis plusieurs saisons déjà. Moi, je suis arrivé en 2019. À partir de cette période-là, 2020, il y a eu un regain dans le championnat. C'est un championnat on voit qui attire pas mal de joueurs, pas mal de bons joueurs qui viennent d'un peu partout.
Et c'est vrai que quand on regarde le championnat italien actuellement, on a l'Inter, on a le Milan, on a la Juve, on a les 2 équipes de Rome, même si là en ce moment c'est un peu plus compliqué. On a l'Atalanta, on a le Napoli et c'est des équipes qui se battent pour les 4 premières places, toutes pour aller en Champions League. Donc c'est vraiment un championnat qui a un très bon niveau et où vraiment c'est un défi d'aller chercher le Scudetto. Et moi je suis content d'évoluer dans ce championnat-là parce que je suis quelqu'un qui aime les défis aussi. Et voilà, plus il y a de bons joueurs, plus c'est compliqué et donc voilà, plus il y a d'enjeux, plus il y a de défis et c'est top. On le disait en début d'entretien, c'est vrai que tu as fait une grosse Coupe du Monde et donc forcément les regards ont un peu changé par rapport à toi. Les regards sur toi ont changé, est-ce que tu l'as senti et qu'est-ce que ça te fait tout simplement? Ont changé, certainement qu'il y a pas mal de gens qui m'ont aussi découvert. On te reconnaît plus par exemple dans la rue? Non, pas forcément. On me reconnaissait déjà beaucoup, sur ce point-là je ne vais pas mentir. Surtout quand je suis en France, en jouant au PSG, on a vraiment une exposition très importante. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont découvert parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui regardent la Coupe du Monde, mais qui ne regardent pas forcément le football en dehors de la Coupe du Monde ou de l'Euro, et qui s'intéressent vraiment juste à ces compétitions-là parce que voilà, tout le monde regarde, c'est un engouement particulier, et qui m'ont découvert et que quand je passe dans la rue, ils me disent moi je ne vous connaissais pas forcément et voilà, j'étais agréablement surpris parce que c'est vrai que c'est pas votre nom qui va revenir en premier forcément. Et du coup, non, par cet aspect-là, ça fait plaisir. Ouais. Après, le fait d'être reconnu dans la rue, ça, quand même, à ce niveau-là, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, c'était déjà important. Tu as pu connaître des moments difficiles aussi, avec des critiques. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse, avec les éloges. C'est quoi le plus compliqué à gérer, les critiques ou les éloges? Je dirais pas que c'est compliqué. Bon, forcément, c'est sûr que c'est pas toujours très agréable quand on reçoit des critiques. Mais après, je ne dirais pas que ça a été un moment que des critiques, un autre moment que des éloges aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça a été des périodes, je pense, où ça a été mieux, d'autres ça a été moins bien, où il y a eu des critiques aussi même en dehors du football, donc pas forcément sur l'aspect footballistique. Mais du coup, non, à ce niveau-là, on préfère les éloges, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un J'essaie de faire abstraction de tout ça pour rester focus. C'est pas parce qu'on reçoit des critiques qu'on est forcément nul et c'est pas parce qu'on reçoit des éloges qu'on est le meilleur joueur du monde. Faut nuancer un peu tout. La dernière question en un mot, c'est bientôt le Ballon d'Or, les votes sont clos. Si tu devais le donner à quelqu'un, à qui tu le donnerais? Si je devais le donner à quelqu'un, oh là là, c'est compliqué ça. Moi, j'entends beaucoup que c'est Messi qui va l'avoir apparemment. Mais au niveau sportif, vraiment, pour moi, ça se jouerait entre Kylian et Haaland. Après, de dire un des deux, ce serait compliqué sur quoi on se base exactement. Tout le monde n'est jamais d'accord, mais ce serait un de ces deux-là. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. J'exclus les autres. Ça marche. Super, merci top.